Bienvenue sur Afro Info 243, mesdames et messieurs, de partout nous suivez à travers le monde sur le grand dossier d'actualité sur Afro Info 243. Nous sommes en République démocratique du Congo. Dans ce grand dossier d'actualité, nous allons parler de la situation qui prévaut dans l'Est de la République démocratique du Congo avec un accent sur les dommages causés à la RDC par le Rwanda depuis cette guerre d'agression marquée par la résurgence du 1-23 depuis la fin de l'année 2021. D'abord, en ces moments, la situation reste marquée par l'activisme du 1-23 dans le territoire de Rutshuru, notamment dans le groupement des Tongo où des affrontements sont récurrents entre les rebelles du 1-23 et des jeunes de groupes armés d'autodéfense communément appelés Wazalendo. Des ripostes récurrentes des groupes d'autodéfense aux attaques du 1-23 ou aux alertes selon lesquelles le 1-23 transporte des munitions de guerre ou se déplace d'un village à un autre. Cela d'abord provoque des déplacements des populations craignant pour leur sécurité, mais aussi des accrochages entre les rebelles du 1-23 et des rebelles de groupes d'autodéfense appelés Wazalendo. Sauf que le 1-23 porte cette étiquette-là d'un mouvement terroriste selon le gouvernement congolais et plusieurs rapports des experts des Nations Unies. Voilà pourquoi on n'est pas en train de traiter les deux parties de la même façon. D'une part, ce sont des jeunes d'autodéfense et d'autre part, ce sont des miliciens, des terroristes qui sont soutenus par des pays voisins et aujourd'hui qualifié comme un mouvement terroriste. Mesdames et messieurs, nous allons revenir sur le chapitre des dégâts causés à la RDC par le Rwanda via cette guerre d'agression et d'occupation aux ambitions belliqueuses, expansionnistes et des balkanisations. C'est à travers un briefing des presses co-animé par le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement congolais Patrick Mouyaya et la ministre de la Justice Rose Mutombo que des révélations ont été faites. Mesdames et messieurs, nous comptons aujourd'hui plus de 2 millions de déplacés internes depuis la résurgence du 1-23 ou suite aux affrontements qui jadis ont opposé le 1-23 aux forces armées de la RDC. C'est depuis fin mars qu'une trêve est observée, un cessez-le-feu selon la feuille de route de Luanda. Mais déjà, l'on compte plus de 2 millions de déplacés internes. C'est énorme. C'est vraiment énorme en termes de chiffres, mesdames et messieurs. Et en ce moment, nous sommes dans une période pluvieuse dans les camps autour de la ville de Goma, notamment celui de Kanyaruchinya. Des abris ont été emportés par les vents, par la pluie et des femmes, des enfants, des pères de famille ne savent plus où dormir. Donc c'est une sonnette d'alarme que nous tirons en ce moment pour toutes les personnes de bonne volonté, toutes les organisations humanitaires et surtout pour le gouvernement congolais qui doit agir en toute urgence. Selon MSF, au moins 1500 femmes déplacées sont violées dans des camps autour de la ville de Goma. Chaque mois, mesdames et messieurs, c'est énorme. Ce sont des chiffres hallucinants et personne ne peut comprendre comment cela se passe dans un pays qui est dirigé, mesdames et messieurs. Donc, cette situation que la RDC traverse, c'est tragique, c'est catastrophique. Nous avons parlé de 2,3 millions de déplacés internes. En termes des recettes maintenant que le pays perd mensuellement, c'est au moins 1 million de dollars américains et cela c'est seulement des chiffres qui sont basés sur le poste frontalier de Bunagana qui est occupé par le 23. Bunagana a fait entrer au moins 1 million de dollars américains le mois et peut-être plus selon des sources locales. Mesdames et messieurs, c'est vraiment énorme. Imaginez depuis tout ce temps que le 1-23 passe à Bunagana, tout cet argent-là qui devrait servir à des projets d'intérêt général sont en train de partir comme ça et le pays ne gagne pas cet argent. C'est plus d'1 million de dollars le mois
calculer le nombre de mois que l'an 23 a passé déjà, plus d'une année, ça fait 2 ans déjà, mesdames et messieurs. C'est donc énorme. En termes des destructions ou de pertes en matériel, au moins 247 écoles ont été détruites ou incendiées par l'an 23 dans le territoire de Rutshuru. 357 écoles ont été abandonnées par des écoliers et élèves suite au déplacement des populations causés par les affrontements. 71 écoles sont occupées par des déplacés et d'autres par des rebelles. Mesdames et messieurs, voilà donc en termes de chiffres, c'est vraiment énorme. Il y a aussi cette déforestation qui est constatée, la scolarité de plus de 200 000 enfants qui est en péril aujourd'hui. Je l'ai dit chaque jour, nous sommes à la 3e année scolaire qu'on peut déclarer des blanches pour les élèves et écoliers des Rutshuru. Donc ça fait la 3e année que les enfants de cette partie de la RDC n'ont pas ou n'ont plus accès à l'éducation, et ça c'est très dangereux pour leur avenir. Mesdames et messieurs, en tout cas quand nous parlons de conséquences tragiques causées par l'agression rwandaise, il faut aussi noter l'aspect sanitaire parce que 67 aires de santé sont affectées par l'agression que subit la RDC en ce moment via le 23. C'est une agression que nous qualifions d'agression rwandaise parce que le gouvernement a déjà établi des responsabilités du Rwanda, le soutien et même des experts des Nations Unies. Au moins 67 aires de santé sont affectées, donc touchées, et des populations qui vivent dans ces entités n'ont donc pas accès aux soins de santé. Mesdames et messieurs, qu'est-ce que vous pensez de ces chiffres hallucinants? Bien sûr, quand on parle de 2,3 millions de déplacés internes, c'est énorme, c'est un record, en tout cas malheureusement négatif. 1 million de recettes, 1 million de dollars en termes de recettes perdues mensuellement chaque mois. Donc quand on parle de 10 mois, c'est déjà 10 millions de dollars. 20 mois, c'est 20 millions de dollars, et ce sont des chiffres estimés, mais les rebelles sont en train de gagner plus que cela. Toutes ces écoles-là détruites, toutes ces structures sanitaires touchées, affectées, tous ces enfants-là, plus de 200 000 qui n'ont plus accès à l'éducation. Mesdames et messieurs, qu'est-ce que vous pensez de ces chiffres? Quel est votre point de vue? Qu'est-ce que vous recommandez au gouvernement congolais aujourd'hui? Parce que la diplomatie jusque-là n'a pas encore donné des résultats escomptés. Toutes les démarches, que ce soit Nairobi, des Luanda, n'ont pas encore donné les résultats escomptés, que ce soit la force nationale de l'EAC qui est sur place, que ce soit la force de la SADC qui a attendu jusqu'à présent. Il y a rien du tout parce que la situation demeure catastrophique. Mais du côté quand même du territoire de Béni ou du Roumu dans l'Ituri, il y a un travail des titans qui est abattu par les forces armées de la RDC en coalition avec l'UPDF qui est l'armée ougandaise. Plusieurs bastions, des rebelles, des terroristes de l'EDF ont été détruits. Plusieurs terroristes de l'EDF se sont eux-mêmes rendus aux forces armées de la RDC conjointement en travail avec l'UPDF. D'autres ont été capturés et le général Kassongo des forces armées de la RDC en parle dans cette courte vidéo. Faire une évaluation et voir la suite des opérations qui continuent normalement. Et aujourd'hui, il s'agissait de quelle activité ici? Une évaluation et en même temps la remise. On était en train de récupérer les adeptes qui étaient en Ouganda et nous avons aussi remis les adeptes qui étaient chez nous par le canal de l'ONG Bridgeway. Et on peut savoir maintenant 22 sont venus de l'Ouganda, 11 femmes et 11 hommes, et de Béni 8 dont une femme. Mon général, qu'est-ce que vous pouvez dire à la population de Béni, de l'Ouganda et d'ici à Kassindi particulièrement qui a suivi aussi cette activité?
faut leur dire tout simplement que les opérations continuent. La collaboration entre les deux armées continue normalement et que nous allons mettre tout ce qui est nécessaire de notre côté pour éradiquer complètement cette menace ADF. Et que la population doit toujours nous accompagner et toujours dénoncer tous les cas suspects. Et ces personnes étaient arrêtées ou ils se seraient rendus? C'était dans quel contexte? Il y a des adeptes qui sont arrêtés, il y a des rendus et d'autres qui étaient des otages. Que nous avons eu à récupérer. Mesdames et messieurs, nous restons dans l'Est de la République démocratique du Congo et là, nous nous dirigeons dans la province des Lituri où aussi il y a ces opérations menées par les forces armées de la République démocratique du Congo, mais aussi cet apport de la MONUSCO qui rend encore efficaces les opérations grâce à cette protection des civils. Le lieutenant général Luboya Nkashama, gouverneur militaire de Lituri, en parle et il sera complété par le porte-parole de l'armée dans la région qui condamne des affrontements entre la Codeco et notre groupe armé Zaïre. Et il promet en tout cas des opérations drastiques parce que la traque des groupes armés se poursuit sans embâche dans la province des Lituri. Mesdames et messieurs, suivez tour à tour le gouverneur militaire et le porte-parole de l'armée. Alors nous nous sommes décidés de créer un centre de coordination pour que, effectivement, s'il y a un problème, s'il y a une alerte, que nous puissions, n'est-ce pas, d'abord, anticiper et puis, deux, travailler ensemble pour que, sur terrain, notre opération soit mieux coordonnée. Et avant, il faut dire que des fois, on prenait même 1 heure, 2 heures pour intervenir. Mais depuis que nous avons, n'est-ce pas, ce centre de coordination, nous arrivons à de 30, 15 minutes. La dernière fois, d'ailleurs, nous avons pu maintenant, avec ceux qui dérangent un peu, tous ces criminels qui essaient de s'approcher des sites, cette fois-ci, nous les avons même arrêtés. Nous sommes intervenus ensemble avec la MONUSCO, où nous avons même récupéré une arme. La dernière fois, nous étions encore ensemble contre les ADF sur la RN4. Donc, nous avons vraiment réduit le délai d'intervention. Nous anticipons, nous renforçons nos patrouilles ensemble. Et la collaboration est bonne. Et aussi, vers haut, chaque fois qu'il y a des problèmes, il y a des attaques ici et là, des groupes armés, nous descendons toujours ensemble avec les troupes de la MONUSCO pour, n'est-ce pas, protéger les populations civiles. Le plus grand défi, il faut dire, c'est d'abord nous avons beaucoup de sites et nous avons moins de personnel. Et nous l'avons toujours dit, aucun groupe armé peut prétendre protéger sa population. Quels que soient les Zaïre ou les Codeco, le perdant, c'est leur population. Et nous, forces armées, devant cette situation, nous devons agir, attaquer, contre-attaquer tous les réfractaires du processus de paix, quelle que soit votre signature. Parce que nous allons traquer et nous sommes dans cette voie comme nous l'avons fait à Kobu, nous l'avons fait à Lodjo, nous sommes en train de le faire partout où la menace pèse sur notre population. Et notre combat de tous les jours mené par le gouvernement militaire, c'est désarmer le cœur des Ituriens pour que la paix soit une réalité dans leurs entités. Voilà, mesdames et messieurs, c'était là donc le lieutenant général Luboya Nkashama. Après, c'était le lieutenant Jules Ngongo qui a parlé des efforts fournis par les FARDC pour traquer tout le groupe armé, toutes les forces négatives. Et pour clôturer ce chapitre, l'ambassadrice du Royaume de Belgique, Madame Roxane, a été reçue par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Elle a évoqué la situation sécuritaire et humanitaire qui demeure préoccupante dans l'Est de la République démocratique du Congo. Suivez. Donc je viens d'arriver en RDC, ça fait juste un mois que je suis là. Je vais présenter mes lettres de créance au chef de l'État le 31
Et donc maintenant, j'entame ma série de visites de courtoisie auprès des membres du gouvernement. C'est donc logique de voir aussi d'abord le Premier ministre et d'avoir un échange avec lui pour élaborer et discuter avec lui de tous les aspects de notre très large et riche partenariat entre la RDC et la Belgique. Alors on a parlé évidemment de notre programme de coopération qui est très large et qui a été relancé pour 5 ans, qui est très ambitieux dans toute une série de domaines. On a parlé des questions aussi culturelles et de restitution. Je crois que c'est un thème qui est très cher au Premier ministre. On a parlé bien sûr aussi de la coopération militaire que la Belgique a repris résolument aux côtés de la RDC et aussi maintenant avec un appui européen de la Facilité européenne de paix. Donc tout ça, ce sont vraiment tous des domaines de coopération bilatérale qui sont importants. Bien sûr, on a aussi parlé de la situation dans l'est du pays, des grandes difficultés auxquelles le pays fait face en ce moment, mais aussi du soutien que la Belgique apporte à la RDC pour essayer de sensibiliser à la situation dramatique au niveau humanitaire, mais aussi au niveau sécuritaire. Et bon, ce sont tous des sujets avec lesquels on échange beaucoup pour voir comment essayer ensemble de trouver des solutions, soutenir aussi les processus régionaux qui sont en cours, le processus de Nairobi. On sait que le Premier ministre a récemment voyagé, donc il est aussi très bien informé sur tous ces échanges avec les pays de la région. Donc voilà, ce sont toutes des questions qu'on suit. On sait aussi que le président va se rendre à New York. New York, l'Assemblée générale et le segment à haut niveau, c'est vraiment le moment où les pays peuvent s'adresser à la communauté internationale, au monde entier, pour faire connaître leurs préoccupations et aussi défendre leurs intérêts. Donc c'est vraiment un moment crucial pour défendre ces questions. On sait qu'il y a aussi l'avenir de la MONUSCO avec la volonté d'un retrait progressif, mais quand même vraiment organisé pour ne pas créer de vide. Donc toutes ces questions-là, on en a échangé très franchement et cordialement avec le Premier ministre. C'est le début d'un long dialogue, j'espère. Et nous terminons par cette information, c'est une actualité parce que c'est le grand dossier d'actualité. Ouverture ce vendredi 15 septembre 2023 de la dernière session ordinaire à l'Assemblée nationale. C'est après le Sénat. En tout cas, c'est une grande activité qui marque la fin de la 3e législature en République démocratique du Congo parce que ça sera la dernière session ordinaire. Cette session sera essentiellement budgétaire et nous espérons très bien que la situation de l'Est de la RDC en termes de budget, parce que l'armée décide d'un budget conséquent, sera également prioritaire, mais aussi des moyens qui doivent être débloqués pour relancer les activités des Congo Airways. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis du début à la fin. Laissez-nous vos points de vue en commentaire. Qu'est-ce que vous attendez de l'Assemblée nationale du Sénat pour ces quelques mois qui restent en attendant les élections? Lâchez-vous en commentaire, mesdames et messieurs. Ne quittez pas la vidéo sans toutefois nous laisser un j'aime. Cliquez sur le pouce bleu, cela va nous encourager. Abonnez-vous à Afro Info 43. Il suffit de cliquer sur s'abonner, activer la cloche des notifications et cliquez sur toutes. Vous serez le tout premier chaque fois à recevoir toutes les informations publiées sur Afro Info 243. Mesdames et messieurs, à très bientôt.